Bonjour, on est très heureux de vous retrouver. Vous avez ça chaque samedi, chaque dimanche. Et ce matin, d'autant plus que c'est un homme d'exception que nous recevons. Je vous le présenterai dans un instant. C'est un homme discret, c'est un homme assez secret. J'espère qu'il pourra se confier durant cette heure. Il y aura aussi d'autres personnes qui viendront aussi l'accompagner durant cette heure. Mais auparavant, on revient en arrière. C'était la semaine dernière. On était en compagnie de Boris Cyrulnik, le pionnier de la résilience. Et puis, le lendemain, on était en compagnie d'un homme incroyable, un écrivain franco-congolais, c'est Alain Maboko. L'invité qui est sur ce plateau est un homme rassurant, réconfortant. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Quel souvenir vous gardez de vos deux parents? Étant orphelin très jeune, les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. Je fais partie des rares hommes à avoir une mère qui est restée toujours belle, toujours souriante. Et mon père s'était engagé dans le régiment des volontaires étrangers. Et j'étais très fier de lui parce qu'il avait un calot de l'uniforme de l'armée française. Et il a toujours été juste, jamais fatigué et toujours de bonne humeur. Quelles sont, selon vous, les bonnes raisons, en fait, de croire en l'avenir? C'est difficile de ne pas y croire parce que on est structuré neurologiquement pour y croire. On est l'espèce qui a les plus gros lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation. C'est-à-dire que quand on anticipe, on cherche à imaginer ce qui nous attend. Moi, quand j'étais enfant, je disais quand je serai grand, je serai musclé comme Tarzan. Cette anticipation, c'était un rêve, mais qui m'a sauvé, qui m'a protégé, et ça s'est pas mal passé. Pourquoi vous souhaitez devenir centenaire? Parce que je suis pas très ambitieux. Alors, quand j'étais enfant, j'espérais devenir bicentenaire. Et maintenant, j'ai réduit mes ambitions à 100 ans. Je commence à peine à envisager un début de réponse aux questions que je me posais quand j'étais enfant. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Jamais, étonnamment jamais. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Jamais, étonnamment jamais. Alain Maboko. Vous êtes un écrivain franco-congolais. Vous avez été couronné par l'Académie française en 2012 et vous enseignez ici au Collège de France. Votre allure, Oui. votre look, on se dit aussi que cet homme est atypique. Je vais toujours à contre-courant. Je fais ce qui me plaît. La vie, c'est ça. Refuser les conventions et créer ses propres conventions. Vous avez grandi sous un régime marxiste? C'était un régime très intéressant. On lisait Le Capital sans comprendre ce qu'il y avait dedans. Et puis, on avait la discipline rouge, c'est-à-dire que vous devez vous lever à 7 heures, vous devez aller à l'école à telle heure, vous devez obéir à vos parents, vous devez étudier les discours du président de la République. Vous portez un regard parfois assez critique quand même sur le continent africain, sur les Noirs. Est-ce que c'est le phénomène Bounty? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la question des Noirs en France, on est souvent mal compris. On a mal compris Le sanglot de l'homme noir, qui est un livre plutôt positif. C'est un livre qui demande aux Noirs de France de se battre sur le présent. Parce qu'on nous piège souvent en nous reléguant dans les larmoiements du passé. Tant que nous pleurons sur la colonisation et l'esclavage, c'est bien. Pendant ce temps, on est en train de nous retirer les droits dans le présent. Est-ce que, Alain, vous suspectez parfois que l'on vous mette en avant, qu'on vous valorise, qu'on vous fasse rentrer peut-être même au Collège de France, parce que justement vous avez la peau noire et qu'il faut un quota en fait de négritude? Si on m'avait demandé de venir au collège, je pense, parce que j'étais noir, je ne serais pas venu. Et je sais aussi au fond de moi que c'est moi-même qui avais décidé de mettre la littérature africaine au programme au Collège de France, parce que le Collège de France est là depuis le XVIe siècle. Il n'y a jamais eu de chaire de littérature africaine. Quelle épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe? Siji Alain Maboko, il a essayé d'écrire. Parfois, il a réussi. Le plus souvent, il n'a pas réussi. Bonjour Michel Bouquet. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez là. Je suis ravi d'y être. On était un petit peu soucieux concernant votre santé pendant quelques semaines. On s'est dit qu'est-ce qui se passe. Vous avez pendant il y a eu quelques représentations qui ont été manquantes. Voilà. Est-ce que ça va bien? Ah oui, ça va bien. Oh, ça va bien. Oh, ça va très bien.
Du moment que je joue, ça va très bien. Ah, c'est ça qui est important pour Oui. vous. Jeudi, vous serez de nouveau sur scène au Théâtre Hébertot. Oui. À tort ou à raison, cette pièce que vous allez venir, que vous venez de défendre évidemment dans cette émission. Et puis vous aurez aussi à vos côtés un homme que vous adorez. C'est votre partenaire. Ah oui, et c'est Francis. Voilà. Ah oui, Voilà. oui. Francis sera oui. là, Francis Lombraille, qui est le directeur du Théâtre Hébertot Oui. et qui est votre partenaire dans la pièce. Bien sûr. Et puis on aura une jeune comédienne aussi qui viendra nous Oui. rejoindre, Ah, très bien. parce que vous savez, nous sommes à la veille. Vous en savez plus que moi, la veille des Molières. Oui, Hein. oui. Et demain soir, d'ailleurs, vous, téléspectateurs de France 2, vous pourrez voir les Molières en deuxième partie de soirée, présentées par Alex Lutz. Je pense que ça va être assez rigolo et assez sympa à regarder. Et vous êtes nominé, ainsi que la jeune femme qui viendra Oui. tout à l'heure nous rejoindre, Mathilde Bisson, qui est elle aussi, mais alors dans une catégorie de révélation, et on parlera évidemment de ce métier. Hein. Ça, c'est bien. Ça vous va pour le moment? Ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Alors, vous savez, Michel, dans l'émission, on aime bien revenir un petit peu en arrière. Voilà, un peu sur l'enfance, comment la personne s'est construite. Vous êtes né entre l'entre-deux-guerres. Vous êtes Oui. né en 1925. Oui. Est-ce qu'avec l'âge, les souvenirs d'enfance remontent? Oui, il remonte pour savoir si le chemin qu'on a pris était vraiment celui qu'on souhaitait prendre. Parce qu'on se trompe souvent quand on est très jeune. Là, non, je ne me suis pas trop trompé. Je crois que j'ai été tout de suite guidé. J'ai eu la chance d'être guidé par Camus, par Anouilh, qui ont été les deux grands auteurs avec lesquels j'ai commencé à jouer. J'ai joué 5 pièces de l'un et 3 pièces de l'autre, c'est considérable. Votre père Georges Bouquet, Oui. a combattu en 14-18. Oui. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale Oui. aussi. Et vous l'avez assez peu connu. Très peu connu. Ça vous Très a peu manqué? Oui, c'est-à-dire que j'avais un peu peur de lui, mais parce qu'il était très morose et était très, très marqué par ces deux guerres. Et il était très, très accompagné par des tas de choses Des terrifiantes. cauchemars, des Oui, cauchemars. des choses terrifiantes. Et alors, il se taisait, il n'en parlait pas, il ne parlait jamais. Et alors, ce silence m'inquiétait. Et quand il recevait des amis, des camarades de combat, on peut dire, il était tout à coup d'une drôlerie, d'une intelligence, d'une vivacité. et une vivacité incroyable, inimaginable. Et je le regardais avec des yeux ébahis, et je me disais, comment se fait-il qu'il ne soit pas toujours comme ça? Vous Mais- découvriez un autre homme. Oui, et cet autre homme me plaisait énormément, me fascinait énormément, mais dès que les camarades Il se refermait. d'horreur, enfin, étaient partis, tout à coup, il se refermait, et tout à coup, ça n'allait Ça pas. devenait un homme de nouveau mutique. Qui était votre mère? C'était une femme merveilleuse, extrêmement courageuse, pleine d'inventions, mais avec une ténacité dans la vie extraordinaire. Et le contraire de son mari, le contraire de mon père. Qu'est-ce qu'elle exerçait comme métier? Et modiste, À la maison, à domicile. à domicile, oui. Ouais. Et pendant la guerre, pendant l'occupation, parce qu'on a vécu toute l'occupation, sans mon père, donc avec ma mère qui tenait la famille. La par son fratrie, hein. travail. 4 Oui. garçons. 4 garçons, oui. Et elle était d'un courage incroyable, extraordinaire. Elle trouvait le moyen de nous emmener au théâtre, de nous faire voir des spectacles, etc. Et c'est là que j'ai pris C'est grâce le à elle. goût. Enfin, oui, Ouais. oui. 7 ans de pension, de 7 ans à 14 ans. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent pour vous de 7 ans de prison? Oui, enfin, c'est de cet ordre-là, oui, oui. Mais je ne me suis jamais senti en prison, mais je me suis toujours senti prisonnier. Mais pas en prison, mais je me sentais prisonnier. Je me sentais... Mais je n'étais pas du tout... Malheureux? Malheureux, pas trop malheureux, non. J'étais toujours au piquet, on me mettait au piquet. Et je n'étais pas... J'étais un garçon très doux, très, très simple, très, très gentil. Mais j'étais, par mes notes, qui étaient très médiocres,
j'étais au piquet. Et alors j'ai passé 7 ans au piquet, main derrière le dos, tête baissée. Et je regardais les gens dans les préaux comme ça, je continuais mes piquets. Et c'est très curieux, parce que je voyais tous ces gens se débattre dans les cours de récréation. Et elle longeait ce préau. Et il y avait 400, 500 élèves là. Et je me disais, mais j'échappe à ça. C'est une ambiance qui ne vous plaisait pas? Non, j'échappe. Alors je me disais, sois rassuré, sois content, sois tranquille. J'aime mieux être au piquet et être Seul. Seul. Vous avez quitté l'école très, très tôt. Oui. Est-ce que vous le regrettez d'être un autodidacte? Non, pas du tout. Non, j'ai beaucoup appris. Je ne suis pas trop imbécile, alors j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai appris à me méfier des gens que je voyais là, qui se fonçaient dessus très facilement, qui gueulaient comme des ânes. Moi, je me sentais très bien là où j'étais. Je me sentais... Et finalement, j'ai pris l'habitude de ces piquets. J'ai pris l'habitude de ça. Et je m'en suis très bien trouvé. Et je trouvais que c'était une forme d'éducation qui était très intéressante. Vous avez fait plein de petits boulots, Michel Bouquet. Oui. Ouais. Vous avez un souvenir particulier? Non, j'ai pas de souvenir. J'ai de souvenirs que ce jour où j'ai fait connaissance avec le théâtre. En mai 1943, Oui. notamment, vous rencontrez quelqu'un qui va être déterminant pour vous. Qui est Escande, oui, qui est Maurice Escande, qui était un homme merveilleux. Mais moi, j'avais pris son adresse comme ça, sur un bout de papier, dans le bottin. J'avais vu Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française, 190 rue de Rivoli, ça je m'en souviens. Et un matin, ma mère me dit va à la messe, etc. Je dis oui, je vais y aller. Et alors, j'étais 11 rue La Boétie. On habitait 11 rue La Boétie. Et en arrivant à Saint-Augustin, j'ai descendu le boulevard Malesherbes plutôt que d'aller à gauche à l'église. Et alors, je suis arrivé à la Concorde. Et puis je me suis dit, je vais prendre la rue de Rivoli, mais je vais aller au 190, je vais voir où habite cet homme quand même. Et je sonne à sa porte. Et alors il m'a dit, ben, vous voulez quoi? Je voudrais faire du théâtre. J'ai appris la nuit de décembre de Musset. Et alors il m'a dit, ben, très bien, je vais à mon cours. Maintenant, ben, si vous voulez voir comment se passe un cours d'art dramatique, Et vous l'avez suivi. venez avec moi. Je suis resté toute la matinée et la première pensée qui m'est venue, c'est que je voyais tous ces gosses dans un état d'exaltation, extrêmement extraverti. Et je me suis dit, mais c'est drôle, ils ont la chance d'être là et ils ne font que ça. C'est la première idée. Et finalement, cette réaction que j'ai eue, elle m'est restée toute la vie. Ne faire que ça. Ne faire que ça. Votre- Il faut faire plus que ça. Michel Bouquet, votre portrait ce matin par Julie de Maraille. Michel Bouquet, votre nom rime avec monstre sacré, évidemment, mais aussi avec fidélité. Oui, c'est vrai. Fidélité à votre vocation d'abord. Entré au théâtre à 17 ans comme on entre en religion, vous n'avez jamais cessé de vous effacer derrière vos personnages. Fidèle. Mémorable roi Béranger dans Le Roi se meurt, Argan dans Le Malade imaginaire ou Harpagon dans l'Avare. Vous avez tout au long de votre carrière été fidèle à ces rôles. Ils me regardent tous. Michel Bouquet, c'est aussi un amour absolu des auteurs, la perfection humaine, dit-il. Je m'occupe d'être fidèle à Ionesco, si je joue Ionesco. Fidèle à Ionesco que vous avez bien connu, mais aussi Camus, Anouilh, Molière, ces auteurs que vous scrutez, interrogez, sublimez sans cesse avec une obsession, leur être dévoué à la virgule près. J'aime ces gens-là par-dessus tout. Fidélité aux auteurs, mais aussi à votre metteur en scène Georges Verlaire, éternel compagnon de route, et à Juliette Carré, votre femme. Écoutez combien mon mari est affreux. Affreux mais indispensable, elle joue presque toujours à vos côtés. Au cinéma, c'est avec Claude Chabrol que vous avez le plus tourné, 6 films au total où vous incarnez les notables mystérieux et pervers. Mais c'est Anne Fontaine et Robert Guédiguian qui vous offrent vos 2 plus grands rôles, un père cynique dans Comment j'ai tué mon père et un Mitterrand vieillissant dans Le Promeneur du Champ de Mars. J'ai été élu
comme président socialiste. Fidélité également au track, car même après 70 ans sur les planches, il ne vous laisse aucun répit. Progresser, toujours progresser, tel un éternel débutant, à jamais fidèle à la scène. Michel Bouquet, quand vous revoyez des images comme ça vous fait plaisir? Vous avez un regret? Vous vous dites, Non. c'est un beau parcours? C'est un parcours. Quoi. C'est un parcours. Pas mal quand même. Oui, mais c'est un parcours. Pour moi, c'est les auteurs qui sont Ouais, importants. qui vous importent. Ouais. Le reste, moi, dans ce métier, ne m'intéresse pas tellement. Seulement les auteurs m'intéressent. Et essayer de comprendre, essayer d'entrer dans les personnages et d'être fidèle à tous les aspects comiques ou les aspects tragiques ou effrayants ou dangereux des personnages. Et rendre compte de toute cette étrange confiture que représentent ces rôles. Et la psychologie, évidemment, humaine. Quand vous voyez là, dans cet écran, jeune, très jeune, je crois que c'était en 1949, Patte blanche de Jean Grémillon, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune acteur? Qu'est-ce que vous lui dites? C'est vous, hein, c'est incroyable. Mais j'aurais pas grand-chose à lui dire. C'est un personnage très intéressant, parce que le metteur en scène était prodigieux. C'est un prodigieux metteur en scène, Grémillon. Et alors, il a saisi des choses en moi qui n'étaient pas même conscientes de ma part, à moi-même. Il vous a révélé à vous-même. Il m'a révélé à moi-même, dans certains aspects qui étaient des aspects très, très rigolos et très insultants, très, très curieux, mais à lui aussi il a fait ça. Et il aimait bien s'amuser avec moi. Il aimait bien me surprendre par les choses qu'il sentait en moi que moi, je n'étais pas forcément conscient. Est-ce que vous êtes admiratif de certains de vos partenaires? Je pense lorsque vous avez joué dans Deux hommes dans la ville, avec Jean Gabin, avec Alain Delon. Ah oui, Gabin, c'est... Oui. Gabin. Ah oui, oui. Avant tout, c'est Gabin. Ah oui, je pense, oui. Oui. Pourtant, j'ai été frappé par des gens... Mais c'est peut-être à cause du fait que lui était intéressé par moi. Quand j'ai tourné ce film avec lui, dans le plan de travail, il avait vu que j'avais 7-8 jours comme ça, où je venais de temps à autre. Et il avait dit, vous me réservez le dîner, et puis on bavardera tous les deux. Et j'ai été frappé par cette chose. Et on allait tous les soirs dîner. Et qu'est-ce que vous vous racontiez? Oui, parce que vous tourniez à Montpellier, donc vous alliez à 7 et donc j'allais à 7 avec lui, et puis on dînait tous les deux. On était seuls dans le restaurant, c'était en plein hiver, il n'y avait personne. Et on a bavardé tous les deux pendant les 7 jours. Et j'ai été bouleversé par le fait qu'il m'ait fait cet honneur. Parce que je sais qu'il n'était pas très facile, Gabin. Et on a parlé de choses et d'autres, comme ça. Et ça a été parmi les 7 plus beaux jours de ma vie. Enfin, c'est vraiment... J'ai gardé un souvenir de ça. D'abord, j'étais très honoré par le fait qu'il me fasse cette joie. J'étais sidéré. Et en même temps, j'étais intéressé par le fait de savoir quel mécanisme intérieur l'animait pour passer cette soirée avec moi. Vous avez eu un César notamment pour Le Promeneur du Champ de Mars. Ah bon? De Robert Guédiguian. Jamais Ouais, vous avez eu je les ai eus. Ouais, vous avez eu un César. Vous l'aviez rencontré, François Mitterrand? Non, jamais. Jamais. Non. J'avais dit, c'est Juliette, mon épouse, qui m'a dit si, fais-le, fais-le. Moi, je dis non, je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas, et etc. Mais elle m'a dit mais fais-le. Et beaucoup de rôles très importants que j'ai faits dans ma vie, c'est elle qui m'a dit. Poussée par elle. Ouais. Poussée par elle, oui. Je lui dois tout, en fait, à mon épouse. Ah oui, je lui dois tout parce que moi, j'aurais tendance à me dire. Non, à dire non.
Mais pourquoi dire devant- non? Pourquoi? Et parce que Par c'est- manque de confiance en vous? Oui, par manque de confiance, oui, ça sûrement, oui. Même avec le temps, même avec les années. Ah oui, plus avec les années, oui. On doute de soi. Ah, beaucoup plus, oui, oui, beaucoup plus. Est-ce que vous avez aimé travailler, parce qu'au début de votre carrière, il y avait plus de réalisateurs que de réalisatrices, et puis ensuite vous avez obtenu un autre César avec Comment j'ai tué mon père, Oui. d'Anne Fontaine. Oui, Est-ce très, que très beau travail. Ouais. Est-ce que vous avez aimé travailler? Vous aimez travailler avec les femmes? Ah oui, Elles ont c'est une très perception, important. un regard un peu différent. Ah, mais on ne se rend pas compte que les femmes sont plus importantes même. Ah oui. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Elles ont un pouvoir de perception des choses qui est différent que de l'homme, en tout cas. Donc, qui enrichissent ce que l'homme ressent. Et elles enrichissent. Et si elles sont gentilles avec vous, si elles sont attentives à ce que vous êtes, elles peuvent être source de merveilles. Est-ce qu'on peut obtenir des choses de vous avec autoritarisme? Je ne pense pas très facilement. Mais ça dépendra. Ça dépendra. Des fois, Anouilh a été très dur avec moi, quelquefois. Ah ouais. Oui. Pour Pauvre Bitos, par exemple, il a été très, très violent, même. Verbalement? Verbalement, oui, en me disant « Non, Michel, prenez votre voix très haute, la plus haute possible. Ne bougez pas de ça. Ne bougez pas. Vous n'avez pas le droit de prendre votre voix normale. » Tout le temps. Et alors je me disais, il me casse les pieds. Il me casse les pieds. Mais je sentais qu'il avait raison. Et en fait, il avait raison. Il avait raison de me sortir de montrer la caricature, de montrer la possibilité que j'avais, peut-être en tant qu'acteur, en restant dans la caricature, de montrer ce qu'il y avait de plus simple, finalement, dans l'individu. C'est à tort et à raison de Ronald Harwood que vous rejouez donc à partir de jeudi au Théâtre Hébertot. Alors vous partagez la fiche avec Francis Lombraille et puis avec votre épouse. Notamment, il y a Julie Maroy et Pierre Coussier qui vous ont retrouvés au théâtre. On y va ensemble. Oui. Ah, Michel. Ça va bien? Tout va bien. Dans quel état d'esprit vous êtes juste avant de jouer? Je me dis, il faut que j'aille à ma loge, il faut que je me maquille, et il faut que je sois prêt à jouer. Je suis rempli simplement du sentiment que je dois faire le mieux possible, aller le plus loin possible dans mes intentions. Alors je suis en projection de moi-même sur le plateau. Et voilà, très bien. Un jardin. C'est toujours merveilleux de revoir ce décor. Ah, j'adore ce décor. Je trouve le travail de Patchett formidable. Lequel de vous deux est le maître des lieux? C'est lui. C'est lui. Non, c'est lui. Enfin, le maître. Si, c'est lui, parce que sans lui, il n'y a rien. Faites pas le malin avec moi. Parce qu'on dirait bien que tous vos amis sont une bande d'ordures et de criminels. Partager la scène avec Michel Bouquet, c'est un miracle d'abord. Si vous comptez me brutaliser de cette manière, commandant, vous feriez bien de réviser vos leçons. C'est la confrontation entre le grand chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler et un commandant américain et qui là va être diligenté pour essayer de couvrir d'opprobre ce grand homme parce que tout simplement un jour il s'est retrouvé à côté d'Hitler et être obligé de jouer apparemment pour lui. Mais vous avez bien dirigé pour Adolphe, non? Ça correspondait à votre conviction de séparer l'art et la politique? Ce n'était pas la même Mais chose. ça, oui. J'ai été piégé. Est-ce qu'il y a des soirs où vous n'avez pas envie de monter sur scène? Ah non, j'ai toujours envie de monter sur scène. Non, toujours. J'ai souvent très peur, à mon âge surtout. J'ai un grand respect pour le public. Et j'ai peur d'ennuyer ce public. Je sais très bien qu'il n'y a aucune raison qu'il s'ennuie. Je sais que la mise en scène est magnifique, que la pièce, n'en parlons pas, c'est un chef-d'œuvre. Donc, je m'appuie là-dessus, très fort. Et je me sens plus à l'aise pour affronter la chose à faire. C'est un endroit où on peut trouver une sorte
de paix. Parce qu'on met le costume, et mettre le costume, c'est un peu sacerdotal. C'est obéir à la pensée du personnage. Il y a le chapeau, et tout à coup, il y a quelque chose d'autre. Et là, vous n'êtes plus Michel Bouquet. Ben, je suis jamais tellement Michel Bouquet. Hein. Non. Non, je suis un comédien. Je suis un comédien, je suis sans identité. Vous révisez le texte avant? Ah oui, toujours. J'ai déjà été disculpé par un tribunal de dénazification en Autriche. Ça commence comme ça. Donc vous relisez le texte à chaque fois? Ah oui, 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 oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même sens selon les jours. Mourir sur scène, ce serait un fantasme pour vous? Oh, j'espère ne pas mourir sur scène. J'espère mourir tranquillement dans mon lit sans emmerder personne. Le texte n'a pas le même sens chaque jour. Bonjour Francis Lombrail. Bonjour. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Oui. Je crois Ouais. que tous les jours, c'est à refaire, à rejouer, à Et c'est à ça la revisiter. difficulté, effectivement. Oui. Oui. Mais Alors à côté vous êtes de Michel Bouquet, c'est plus, on est dans l'état de grâce permanent. permanent. Vous êtes directeur du théâtre Hébertot, vous êtes son partenaire. Alors vous, c'est incroyable, votre parcours est incroyable. Vous avez été commissaire-priseur pendant des années, 20 ans, plus de 20 ans 27 ans. 27 ans, voilà. Et puis, à un moment donné, alors vous étiez très amateur évidemment de culture et notamment de théâtre, et vous jetez l'éponge. Voilà, je jette l'éponge parce qu'à un moment donné, je découvre une pièce de théâtre qui s'appelle À tort et à raison, avec Michel Bouquet et avec Claude Brasseur. Celle que vous jouez actuellement. Voilà, et je dis à la personne qui m'accompagnait, écoute, je vais arrêter cette profession, je vais acheter un théâtre et je vais tout faire pour jouer cette pièce. Mais c'est incroyable, c'est vrai, Oui, c'est le ça- rêve, c'est magique. Mais tout d'abord, comment on achète un théâtre? Parce que ça a un coût. Bah, j'ai eu la chance de rencontrer un artiste très important, Francis Bacon, très très jeune. J'ai réussi à avoir quelques pièces de lui que j'ai gardées très précieusement, que j'ai toujours refusé de vendre. Et lorsque le théâtre Hébertot a été à vendre, j'ai demandé à une banque de nantir un de mes tableaux et de me prêter de l'argent pour pouvoir acheter ce théâtre, ce qu'ils ont accepté de faire. Et donc j'ai pu être propriétaire d'Hébertot et d'avoir la joie d'accueillir Michel Bouquet dans son théâtre, parce que c'est son théâtre depuis toujours en réalité. Jouer dans sa propre salle, qu'est-ce que ça procure? Bah, vous savez, je me rends même pas compte que c'est ma propre salle. Je suis avant tout un comédien dans cette pièce à côté d'un monstre sacré, comme vous avez dit très justement tout à l'heure, et de vivre ce moment miraculeux le plus intensément possible, le plus profondément possible. Donc le reste, je l'oublie, grâce à la présence d'ailleurs d'un administrateur exceptionnel que j'ai la chance d'avoir et qui gère vraiment d'une façon merveilleuse le théâtre, qui est Stéphane Prouvé. Alors vous, lui, il est le gestionnaire et vous êtes le saltimbanque, c'est vous qui dépensez l'argent. Exactement. C'est une pression supplémentaire de reprendre le rôle qui a été joué par Claude Brasseur? Ah oui, bien sûr, ça c'est déjà une pression, mais surtout d'être à côté de Michel Bouquet, c'est très 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 impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant? Qu'est-ce qui est impressionnant? Ah, tout, parce que la présence de cet homme est incroyable. Et puis, mais à la fois, ça aide peut-être, non? Ça aide, mais au départ, si vous voulez, quand même, ça peut vous paralyser un petit peu, parce que c'est vraiment très, très impressionnant. J'ai joué à côté d'acteurs merveilleux, comme Raphaël Personnaz, comme Thierry Frémont et bien d'autres, mais jouer à côté de Michel Bouquet, c'est autre chose. Mais pourquoi? Il y a une intensité? Oui, il y a une intensité, il y a presque pour moi une forme d'irréalité, puisque c'est un rêve que j'ai fait comme ça, mais en me disant que jamais il pourrait se réaliser. Et tout d'un coup, grâce d'ailleurs à Juliette Carré, qui a eu cette idée que nous reprenions à tort et à raison. Mais tout est venu d'elle, encore. Donc, absolument. Encore, oui, c'est elle qui a eu cette idée. Et donc, moi, quand je l'ai entendu avoir cette idée, que Michel a dit, pourquoi pas, essayons, franchement, je ne savais plus trop ce qui m'arrivait. Voilà. Et donc, on veut être à la hauteur, on veut
essayer de mériter ce moment privilégié de grâce et incroyable, quoi. Pour les téléspectateurs, en quelques mots, qu'est-ce que vous utiliseriez comme critère, comme argument pour leur dire de venir voir à tort ou à raison? Ben écoutez, d'abord, la pièce est une pièce vraiment fantastique qui n'a pas pris une ride et qui reprend des problèmes que nous vivons actuellement. Oui. Peut-on séparer l'art et la politique? C'est quelque chose qui nous occupe toujours. Et puis l'argument aussi, c'est de venir voir un vrai très 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 grand acteur qui est Michel Bouquet, qui est accompagné d'une troupe qui, je pense, a réussi à se fondre bien dans la pièce et à respecter ce que l'auteur a voulu démontrer. Cet auteur qui est remarquable. Qui est sud-africain. Hein. Qui est absolument sud-africain. Les Sud-Africains, c'est lui d'ailleurs, on le dit aux téléspectateurs, hein, qui a écrit le scénario du pianiste de Polanski. On regarde la bande-annonce et on en discute évidemment après. Je suis chargé d'une enquête préparatoire sur Wilhelm Furtwängler. C'est l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde. Pourquoi le docteur Furtwängler? Pourquoi lui? Ma seule intention était de prouver que l'art a plus de sens et d'importance que la politique. Comment éviter de faire le salut du démon quand Satan en personne est dans la salle? Allez, Wilhelm, dites-moi la vérité, c'était quoi votre numéro de parti? Nous parlons ici de choses qui concernent toute mon existence, ma carrière, ma vie. Mais vous avez bien dirigé pour Adolphe, non? Joyeux anniversaire, Adolphe! Hey! Pourquoi a-t-il joué pour eux? Pourquoi a-t-il été le porte-drapeau du régime? Pourquoi les a-t-il servis? C'est peut-être tout simplement l'un des plus grands chefs d'orchestre du siècle, et ça mérite le respect. Vous savez ce que je réponds, moi? Oui, mon commandant, Vous savez comment je m'appelle, moi? Oui, ça aussi. Vous savez quelque chose que je comprends pas chez vous? Vous êtes juif! La musique les transporte vers des contrées. Les tortionnaires et les assassins n'ont plus de pouvoir. Pourquoi un tel acharnement de la part d'Arnold et des Alliés? Et des Alliés, parce qu'ils voulaient vraiment faire un exemple. Et Wilhelm Furtwängler était le plus grand chef d'orchestre du monde. À l'époque, Karajan n'était pas encore... n'était pas connu comme il a été connu après la guerre. Donc il voulait faire un véritable exemple. Et le commandant Arnold est vraiment missionné pour, de toute façon, j'allais dire... faire un exemple comme quoi l'irradiation nazie sur même le plus grand chef d'orchestre du monde ne pouvait être quelque chose de répréhensible et donc punissable, d'interdiction d'apparition publique. Mais vous dites souvent, Michel Bouquet, que l'art se place au-dessus de la politique. Ah oui, mais c'est encore un danger, ça. Mais est-ce que vous pourriez jouer, par exemple, en Syrie, aujourd'hui, à l'invitation de Bachar al-Assad? Non, bien sûr que non, mais je pourrais me trouver être dans cette situation, sans le vouloir. Parce que tout à coup, le directeur du théâtre me dira, Francis Lombrage me dira, par exemple, on doit aller à Jérusalem jouer la pièce. Parce que la pièce intéresse évidemment les Juifs d'une manière vraiment personnelle, à chacun au plus profond de lui-même, d'une façon vraiment intérieur, dans ce qui est plus caché, dans ce qui est le plus caché. Donc, il se trouve sali. C'est quelque chose, donc responsable, donc condamnable même. Et ça, c'est atroce, c'est atroce. Si la personne qui est la plus sainte dans son époque est condamnable des péchés d'autres personnes, c'est quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose... Et pourtant, la pièce le dit, et elle dit, non, il est condamnable. Vous, quel est votre sentiment après l'avoir joué de nombreuses fois? Vous le condamneriez, vous, d'avoir en fait joué notamment, on dit, hein, là c'est la 9e symphonie de Beethoven, devant Hitler? Ben, il a été instrumentalisé, c'est sûr, et ce qu'il a fait interpréter comme Wagner, Beethoven, ont été aussi les porte-drapeaux du régime nazi. C'est-à-dire qu'il y a eu un détournement de la musique de ces grands
compositeur pour devenir l'instrumentalisation du régime nazi. En réalité, Furtwängler n'a pas vu ça. Furtwängler était un homme qui ne vivait que pour l'art, la musique, à travers la musique. D'ailleurs, il a sauvé beaucoup de juifs pour il a une vie exemplaire. oui, il a été condamné à mort par Hitler. C'est un homme qui s'est vraiment battu pour la musique et aussi pour les gens qui ont été persécutés. Oui. Mais si vous voulez, Donc, il s'est fait piéger. qui ont été piégés et persécutés. Oui, Donc, mais ce qu'on lui reproche, en réalité, ce que mon personnage lui reproche, c'est de ne pas être parti en 1933. Quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Voilà ce qu'on lui reproche le plus. Et lui a C'est ça. refusé en fait de quitter son orchestre. Mais voilà, et il a dit, moi je peux résister autant avec mon art et mon orchestre à l'intérieur de mon pays qu'à l'extérieur de mon pays. Et c'est une très belle réponse. Oui. C'est très dangereux de rester à côté de gens d'extrême droite comme ça qui sont des assassins, qui sont tous des assassins. Vous avez été prof au conservatoire. Oui. Ouais. Vous avez eu prof au conservatoire d'art dramatique, évidemment. Vous avez eu plein d'élèves. Oui. Alors, il y en a 3, notamment, 3 anciens élèves qui ont des grands souvenirs de vous. Bons, la plupart, parfois moins bons. Bien sûr. C'est Anne Consigny, Oui. Jérôme Kircher et Isabelle Gélinas. Oui. Et ils témoignent sur vous. Oui. Voilà, Michel Bouquet, allons-y. Michel, ça a été mon premier et mon grand maître. C'est une des 3 personnes qui a le plus compté dans ma vie d'acteur. Je suis très très fière d'avoir été son élève, très fière de l'avoir connu. Michel, c'était un professeur extrêmement bienveillant. C'est-à-dire qu'on passait une scène et la première chose qu'il disait, c'était « c'est très bien, il n'y a rien à dire, vraiment, ça a bien progressé ». Donc nous, on se détendait. Et après, pendant 40 minutes, il donnait des notes, des détails, des choses. Et là, on se rendait compte que c'était pas si bien que ça. Il n'y a pas une pièce que j'ai jouée où j'ai pas pensé à une phrase qu'a pu dire Michel dans les cours, des petites phrases qu'on a l'impression qui servent à rien ou qui sont pas très importantes. Et à chaque fois, j'ai des phrases qui me reviennent de lui. Il faut pas dire est-ce qu'on va me critiquer. Est-ce que j'aurai une bonne critique demain dans le Figaro? On s'en fout. Faut faire. Il choisissait ses mots avec un soin extrême, à tel point que quand il commençait une phrase, il était quelquefois jusqu'à 2 minutes pour trouver le mot suivant. Alors nous, on restait en silence et on attendait le mot suivant. Et quand le mot suivant arrivait, je ne me souvenais plus du début de la phrase. Et donc, j'ai souvent passé du temps à ne pas comprendre ce qu'il me disait. Ah non, moi j'ai le souvenir au contraire, que c'était lumineux, quoi. Jamais je l'ai vu heurter un élève, lui dire du mal. Je dois dire que ça n'a pas été très productif pour moi parce qu'il m'a donné la grosse tête. Je ne pouvais pas sortir de sa classe tellement j'avais la grosse tête, quoi. Dès que je levais un petit doigt, il me disait que j'étais un génie et tout ça. Mais ça m'a presque empêché de travailler parce que quand on est génial, on n'a pas du tout besoin de travailler. Il m'a appris, moi, un truc super important qu'il disait tout le temps. Jouer, c'est facile, mais ce qui est très difficile, c'est de refaire. Et donc, il était très attentif à la 2e fois. Moi, je lui dois de la rigueur, je pense, de l'exigence, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je me souviens qu'il m'a dit, il faut que tu travailles Pierrot dans la pièce Don Juan. Et j'ai encore les répliques dans la tête que j'ai appris pour lui. Ah, gagnant, Charlotte, je m'en vais te conter de fin d'année, comment ça s'est passé. Gestion sur le bord de la mort, moi, le gros Lucas. Michel, c'était pour toi. Quelle note vous lui donneriez comme professeur? Une note de 1 à 10 Ouais. Ah bah alors ça, j'en me donnerai jamais. Parce que justement, il voulait... Enfin, on donne pas des lettres aux élèves, je lui donnerai pas de notes, non. Je lui donnerais pas une bonne note en tant que professeur. 10 sur 10, sans aucune hésitation. Je ne suis pas un très bon professeur, d'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que les 3 vraiment ont vous avez laissé une empreinte très forte sur eux, mais ils ont un regard très différent sur le prof. Oui, Anne Consigny, c'est intéressant ce qu'elle dit. Oui, Elle dit, en très fait, intéressant. vous étiez trop bienveillant, trop complaisant avec elle. Oui, j'étais fasciné par une première lecture qu'elle a faite un jour je ne me rappelle plus, une chose de Musset, je crois bien, Ouais. mais qu'elle a dit, c'était parfait, c'était la perfection.
Alors, je ne pouvais pas dire autre chose que ce que je disais. Est-ce que Michel Bouquet, c'est pas aussi votre personnalité? Vous êtes un homme généreux, vous êtes un homme bienveillant, vous êtes à l'écoute. Vous n'êtes pas un homme qui casse, comme on dit aujourd'hui. Oui. Non? Ça fait partie de votre personnalité, ça aussi. Oui, pourquoi serais-je autrement que comme ça? C'est ça que je ne comprends pas. Je ne pourrais pas être autrement que comme ça parce que ça me paraît maladroit autrement d'imposer une idée qui serait l'idée tout à fait magnifique. Non, personne n'est capable de ça. Personne n'est capable de ça. Non, il faut se dire que ce métier est toujours dans ce qu'on peut projeter et qu'on n'arrivera pas forcément à projeter. Mais il n'est pas dans la contestation de la façon dont on s'y prend. Je voudrais qu'on reçoive Mathilde Bisson qui est avec nous sur ce plateau. Elle va venir nous rejoindre. Alors je voudrais vous la présenter. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors vous êtes un peu impressionnée, je sais. Très Michel Bouquet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, Mathilde, vous êtes dans la catégorie révélation féminine au Molière. Oui. Donc ça se passera demain, tout d'abord. Oui. C'est vrai que vous avez fait du théâtre, vous avez fait du cinéma, vous avez aussi fait des courts-métrages, de la télé également. Donc vous êtes très, très complète. Et notamment, vous avez eu ce succès avec Fleur de Cactus, avec Catherine Fro. Voilà. Oui. Et Fleur de Cactus, c'est une pièce des années 60, qui va très vite, très rythmée, assez boulevard en définitive. Oui, boulevard, mais c'est très bien le boulevard. Oui. Est-ce que vous auriez pu faire du boulevard, vous, Michel Bouquet? Comment? Moi, je ne vous vois pas faire du boulevard, vous. Mais faire du boulevard, c'est pas facile. Et puis, je trouve ça très important, le boulevard. Moi, toutes les formes de théâtre, je veux dire, me semblent très nécessaires. Très nécessaires. Elle s'adresse à des publics différents, mais ces publics sont importants. C'est pas rien, un public. C'est quelque chose de très important. La Mathilde, on vous voit sur l'image, là, avec Michel Faux, avec Catherine Fro. Michel Faux, bien sûr, qui est aussi votre partenaire, et le metteur en scène. Et d'ailleurs, lui aussi est dans la compétition des Molières. Est-ce que... Alors, je crois que vous aviez d'ailleurs une question à poser à Michel. Voilà. Ah, mais il y en aurait beaucoup, plusieurs. Mais notamment... Non, si j'ai une question, c'est vrai que si je réfléchis avant d'entrer sur scène, je trouve que c'est un métier un peu maso, dans le sens où on s'expose, et le trac me terrifie, et je suis à deux doigts de tomber dans les pommes souvent. Alors j'ai une question, ce serait, est-ce qu'avec le temps, est-ce que ça se dompte, cette angoisse-là de... Non. Non. Eh ben voilà, c'est clair. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. C'est rassurant, non? Ça augmente. Ah mince. Ben oui. C'est ce qui fait que la nécessité de se dépasser, donc de prendre appui sur l'auteur. Alors, au boulevard, c'est très difficile parce que l'auteur n'est pas forcément décryptable. C'est souvent des situations qui sont en dehors même de l'auteur. Hein. Mais c'est l'agencement de ces situations. Alors là, il faut réfléchir sur l'agencement des situations et dire quelle place j'ai dans cet agencement. Mais c'est quand même l'auteur, l'agencement. C'est quand même l'auteur. Alors, quand on a le grand auteur, évidemment, c'est plus facile, parce que le grand auteur, tout à coup, c'est du pain béni. Enfin, Alors, le grand auteur, Michel, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est Molière. On est bien d'accord? Oui, c'est bon. Molière. Alors, je voudrais, tous les deux, que vous... c'est peut-être le rêve de votre vie, là. Est-ce que vous pourriez dire ce texte, tous les deux, du Malade imaginaire, donc un texte que vous connaissez bien, l'acte 3, la scène 10. Oui. Et tous les deux. Oui, c'est très bien. Allez, on va tester Mathilde. Soyez indulgents. Ah oui, mais mon épouse, je jouais ce rôle magnifiquement. Bon, c'est pour moi la plus grande actrice en France, Juliette Carré. Encore plus la pression, comment je fais, moi. Vous allez trouver. C'est pas, je ne dis pas pour vous angoisser, bien au contraire. Voilà. Bon.
Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Aïe, je vous ferais bien d'aller comme vous devez. Oh, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie. Et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de tête. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Ah! Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Comme si j'avais des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du potage. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Bravo. C'est une belle impro, hein. Oui. Et sans lunettes, Michel. Et sans lunettes. Ouais, félicitations. On retiendra ça. Et on retient aussi qu'on retrouve beaucoup d'indications dans ce CD. Oui. C'est très Mais je ne intéressant. me rends pas compte, moi je ne l'ai pas lu et je ne l'écouterai pas, je veux dire, je ne l'écouterai pas. Parce que je pense que toutes ces choses-là sont... C'est très... Enfin, en même temps c'est très simple et c'est très difficile. C'est un mélange, quoi. Les Molières, donc, c'est demain la cérémonie. Vous avez déjà eu 3 Molières. Peut-être que vous en aurez un 4e. Mais arrivé là où vous êtes, est-ce que la reconnaissance du public, la reconnaissance professionnelle, ça vous importe? Ah ben bien sûr. Ah bon? Ah ben bien sûr, oui. C'est même lui qui est le plus important. Le public. Bien Oui, sûr. c'est lui qui est le plus important. Sinon, pourquoi on viendrait là? Oui, mais que les professionnels vous remettent une récompense. Ah, ça c'est important aussi. Aussi? Ah oui, c'est important. Est-ce que Bien vous avez sûr. préparé quelque chose? Non, je ne prépare rien. Vous du tout. improvisez? Non, je n'ai pas improvisé. Je suis la plupart du temps silencieux. Je n'ai pas Quand vous montez sur scène pour prendre la récompense, Ouais, on peut dire 3 mots. j'ai été demandé par Lucchini pour lui donner son Molière d'honneur que moi j'ai reçu l'année d'avant, etc. Mais je ne prépare rien du tout. Je lui dis, je te remets ce Molière d'honneur. Oui, C'est mais tout. si, Michel, si vous en avez un, Hein? en tant que comédien pour à tort et à raison, si vous en avez un cette année, il faudra bien que vous disiez quelques mots. Mathilde aussi, d'ailleurs. Ah oui, bah, je dirai quelques mots, mais je ne sais pas lesquels. Et vous, Mathilde, vous avez préparé quelque chose? Ah non, non, non. Ah non. Non, Pareil, non, je bien pense sûr. que ça porte Non, malheur. je pense que c'est un c'est... peu... Oui, on verra bien. Oui. On verra bien. Quelles sont les félicitations, Michel Bouquet, qui vous ont le plus marqué après une récompense, quelqu'un qui vous envoie un petit texto, ou alors peut-être que vous êtes Ah pas oui. sûr, mais Mais- un petit mot, une petite lettre. C'est une petite lettre qui peut me toucher le plus, oui. Et qui? Ben, des inconnus, des gens que je ne connaîtrai jamais, des gens que je ne rencontrerai jamais. C'est mieux comme ça. Plus que des politiques. Oh oui, c'est pas nécessaire. Le personnage important, c'est l'auteur. C'est pas autre chose. C'est pas l'acteur qui va être important.
c'est l'auteur qui est important. En tout cas, dans votre vie, vous l'avez dit tout au long de cette émission, il y a une personne qui est importante auprès de vous. Ah oui. Voilà, Oui. c'est elle. Oui, et puis C'est elle, moi c'est je trouve Juliette. que c'est la plus grande actrice que j'ai jamais vue de ma vie. Il s'agit- Je sais qu'elle n'est pas contente quand je dis des choses comme ça. Mais je ne suis obligé, je me sens obligé de le dire parce que les gens ne le voient pas forcément. Et moi, je trouve qu'à chaque fois dans ce petit rôle dans À tort et à raison, elle est absolument fabuleuse. Elle a accepté de parler de vous. Oui, Oui. Ah bon, Oui, ce qui est très rare et on l'en remercie, et notamment de votre rencontre. oui. Ma rencontre, je jouais une pièce de Savatini et au bar, avec des camarades, on venait de jouer. Qu'est-ce que je vois à une autre table, Monsieur Bouquet? Alors moi, je lui fais, ah, bravo, bravo. Et ce monsieur est venu à ma table pour parler avec nous. Et j'ai vu que j'avais quand même un sérieux ticket, disons. Hein. Et puis la vie était comme ça pendant 50 ans, sans nuages, aucun. Et on se voyait pas quand je jouais, j'allais aussi un peu en voyage. Et un jour, j'ai dit, bah, si tu veux qu'on se voit, bien sûr, parce qu'il avait le regret qu'on ne se voit pas. J'ai dit, il faut qu'on joue ensemble. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça. Il s'imagine toujours ne pas être suffisamment le rôle. Il est toujours en recherche. Et il ne s'imagine pas avoir fini. Non, non, ça jamais. Pour aucun rôle. C'est fatigant à vivre ça pour vous, non? Oui. La nuit, il se lève et il va travailler son texte. Et moi, ça me réveille. De le voir angoissé, tourmenté, malheureux, c'est bon, ça me fait un peu de peine. Mais il a aussi des moments de rigolade, il faut bien dire. Son angoisse ne me dérange pas. Je sais qu'elle est aussi avec tellement de qualité, de générosité, de gentillesse. Il m'a apporté le bonheur de vivre, la tranquillité, le plaisir d'être ensemble. Ça prouve que tout est là, quoi. Merci beaucoup à vous, Juliette, d'avoir accepté de parler de votre couple. C'est très joli. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas, d'ailleurs, que vous avez nui à sa carrière? Vous lui avez fait de l'ombre? Ça me tourmente énormément. Je trouve que c'est la seule personne que je crois qui pouvait dépasser de très loin même ce que je faisais. Et que le fait que je sois là, ça a gêné cette possibilité. Et ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine pour le public, parce que je pense que le public avait besoin d'une personnalité comme ça. Le public en avait besoin. Mais chaque acteur est nécessaire au public. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il y a une responsabilité humaine dans le fait d'exercer cette profession et de pouvoir défendre la personne que l'auteur a voulu défendre en écrivant le rôle. Et c'est ça qui est le plus important. C'est la place qu'on arrive à faire exister, qu'on arrive. C'est ça qui est le plus important dans ce métier. Le reste, c'est pas très important. Michel, il y a quelque temps, vous disiez que vous arrêteriez la scène, c'était fini. Bon, Oui. Là, vous allez reprendre à partir de jeudi jusqu'au 19 juin. Oui. Bon. Mais heureux de reprendre. Heureux de reprendre. Et puis nécessaire de reprendre. C'est nécessaire de reprendre. Parce que le travail est toujours à faire. Le travail est toujours à faire et n'est jamais fait. Alors il faut le recommencer et le refaire. Et ça, moi j'ai joué des pièces d'Anouilh jusqu'à 1100 fois, comme l'Alouette par exemple, 1100 fois dans le petit rôle de Charles VII. C'est quelque chose qui est inouï. On n'imagine pas les ressources qu'il y a dans la façon de le faire. On peut passer sa vie à le faire et ça sera toujours... je veux dire, à découvrir. Est-ce que quand on est directeur de théâtre, comme vous, directeur du Théâtre Hébertot, le fait d'avoir des comédiens qui obtiennent le Molière, est-ce que c'est
le public vient davantage. Oui, bien sûr. Vous savez, souvent on dit, même au cinéma, bankable, enfin bon, même si le terme n'est pas beau. De toute façon, c'est valorisant déjà pour le comédien ou la comédienne, et ça incite les gens à venir les voir, et venir voir la pièce. Donc c'est quelque chose d'indispensable, je trouve. C'est très bien, au contraire. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, obtenir des récompenses. C'est pas moi qui décide. Oui, mais déjà d'être nominé, c'est très très bien. Hein. Pour moi, c'est déjà. Oui, c'est déjà très important. C'est déjà très important. Oui, il faut avoir des lauriers de temps en temps, même très tôt. Moi, j'en ai eu très tôt, des lauriers magnifiques, très tôt. Et ils ont été importants. Ils ne m'ont pas du tout impressionné autrement que par la reconnaissance. Mais c'est tout. Mais ils ont été importants et nécessaires. Michel, il y aura une suite après À tort et à raison. Il y a déjà d'autres projets? Non, il n'y en a pas pour le moment. Non. Ça viendra. Non. Oh, je ne sais pas. Parce vous serez au cinéma, dans le film d'Elie Chouraki qui sort mercredi. Oui, mais c'est des petites choses. Ça, des petites choses. Mais c'est des petites choses importantes. Toutes les choses sont importantes. Tout est important. La moindre présence, la moindre chose, c'est important. Comme Michel Galabru vous avez dit, avant qu'il ne meure, il vous avait dit maintenant on est en première ligne. Oui. Il descendait dans l'ascenseur de l'hôtel, et alors à Bruxelles. Et puis il m'a trouvé au bas de l'ascenseur avec Juliette. On était là à attendre l'ascenseur, puis il est sorti de l'ascenseur. Et puis il me dit, ah Michel, etc. On s'est envoyé. Il m'a dit, nous sommes en première ligne. Et c'était juste. On est resté en première ligne, comme les soldats de la guerre de 14 qui sont restés en première ligne jusqu'à ce qu'ils aient été tués par la vie. Merci beaucoup, merci Michel Bouquet d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à tous les deux. Je voulais aussi remercier Anne Meunier qui est exposée sur le plateau de Théo Café. C'est l'artiste qui a peint ces toiles. Elle expose jusqu'au 29 mai à la Grange aux Dîmes, à la Commanderie des Templiers à Coulommiers, c'est en Seine-et-Marne. Elle travaille sur papier japon qui est encollé sur toile. C'est un papier fin et résistant, donc retenez son nom. Anne Meunier. Je voulais aussi vraiment vous remercier en vous apportant ces quelques fleurs que Michel me donne. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup. Le bouquet est comblé. Et voilà, Michel Bouquet est comblé, assurément. Merci beaucoup et puis rendez-vous donc au Théâtre Hébertot. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain. Samedi prochain, nous vous proposerons avec beaucoup d'émotion, notre cœur battra, car ce sera l'anniversaire de Théo Café. Nous fêtons nos 20 ans. Eh oui, 20 ans de Théo Café, donc c'est quand même un âge, c'est un grand âge. Et nous le fêterons avec beaucoup d'humour, avec de la dérision et avec une participation très créative d'amis qui seront présents et notamment des humoristes qui seront avec nous pour fêter ce bel anniversaire de Théo Café grâce à vous, public. On doit aussi beaucoup, nous qui sommes des gens de télé, on doit aussi beaucoup à ceux qui nous regardent et qui partagent avec nous chaque samedi et chaque dimanche, notamment Théo Café. Passez une très très bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir évidemment l'émission consacrée à Michel Bouquet sur Internet, aussi en replay, et puis elle est rediffusée cette nuit. Mais vous travaillez la nuit, alors vous ne regarderez pas l'émission. C'est ce que nous a bien dit Juliette. Portez-vous bien, passez une très très bonne journée. Au revoir et merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi. Et merci. She